Ils sont considérés comme de véritables héros. La foule les acclame, ils signent des autographes par milliers, des livres sont écrits à leur propos, des documentaires sortent par dizaines pour retracer leur parcours. I'm Jeff Bezos. What is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. If something doesn't line up and he gets really frustrated, it's scary. Des films de cinéma sont réalisés à leur gloire. I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Et lorsqu'ils décèdent, des milliers d'inconnus leur rendent hommage. Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos et maintenant Elon Musk, depuis plus de 30 ans, chaque décennie a son nouveau héros entrepreneurial. L'histoire est toujours la même. Un homme, soi-disant parti de rien, imagine une innovation technologique, bouleverse l'économie mondiale et devient l'une des plus grosses fortunes du monde. Comment ces entrepreneurs sont-ils devenus des légendes? En quoi les médias ont-ils façonné leur image? Pourquoi et comment influencent-ils la politique, l'économie, à travers nos imaginaires collectifs? Enfin, comment déconstruire ce mythe de l'entrepreneur? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Anthony Galuzzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'université de Saint-Étienne. Vos travaux portent sur les imaginaires marchands et les cultures de consommation. Vous avez publié récemment La fabrique du consommateur, une histoire de la société marchande aux éditions La Découverte. Et vous venez de publier ce livre en début d'année, Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley aux éditions Zone. Pourquoi est-ce que vous avez voulu traiter ce sujet avant qu'on puisse rentrer un petit peu dans les détails ? Alors l'idée du livre est assez lointaine. C'est en 2011, au moment de la mort de Steve Jobs. Il y avait un hommage planétaire et j'avais gardé en tête, j'étais en thèse à l'époque et je faisais une thèse sur les célébrités, mais cette fois-ci du monde de la musique, en fait, les fans de stars musicales. Et là, on voyait la célébrité entrepreneuriale, le premier deuil planétaire pour une célébrité entrepreneuriale. Et en fait, je me rendais compte qu'au fil des tweets et des hommages, on avait toujours les mêmes descripteurs qui revenaient pour lui rendre hommage, en fait, c'est-à-dire génial, un créateur, un visionnaire, etc. C'était toujours exactement les mêmes descripteurs et ça m'a intrigué. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête, puis quelques années plus tard, j'y suis revenu. Mais ce qui est assez intéressant dans votre livre, c'est qu'on ne parle pas de n'importe quel entrepreneur. On parle de ces entrepreneurs stars. On l'a vu en introduction, vous l'avez mentionné, c'est comme des rockstars, ça déchaîne les foules, les gens sont là en masse pour les funérailles, il y a vraiment un rapport très affectif à ces personnalités-là. Comment est-ce que vous définiriez les figures d'entrepreneurs qu'on va étudier là, et dont on va parler dans cette interview ? Effectivement, entrepreneur, c'est un terme assez polysémique. Parfois, quand je fais une conférence sur le sujet, j'ai des gens qui viennent me voir en disant « Oui, mais on ne parle pas des boulangers, des pâtissiers, des restaurateurs qui ont leur restaurant. » Alors, effectivement, on ne parle pas du tout de ça. Là, je parle des célébrités entrepreneuriales, c'est-à-dire ces grandes figures que l'on célèbre dans les grands médias occidentaux déjà depuis environ 150 ans. C'est-à-dire à partir du moment où on a des médias de masse qui apparaissent deuxième moitié du 19e siècle, on a des célébrités entrepreneuriales qui émergent, comme ont émergé par ailleurs des célébrités du monde de la comédie, de la musique, etc. Ils émergent au même moment. Philippe Armour, Andrew Carnegie, par exemple, c'est parmi les premières célébrités entrepreneuriales. Et ça court jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Elon Musk, jusqu'à Jeff Bezos. Donc là, on est vraiment sur le théâtre des célébrités et pas l'entrepreneur au sens le plus commun. Et alors, vous montrez comment, justement, ces personnalités ont été mythifiées et le rôle énorme qu'ont joué les médias dans la fabrication un petit peu de ces portraits de légendes auxquels beaucoup de personnes vont s'identifier, que beaucoup de personnes vont admirer plus que de mesure. Et vous expliquez comment se créent ces récits médiatiques qui glorifient mais totalement les entrepreneurs, qui les héroïsent. Vous citez de nombreux extraits d'articles de journaux prestigieux qui prennent absolument aucune distance avec l'activité entrepreneuriale des célébrités dont on parle. Vous dites qu'il y a souvent ce vocabulaire qui est utilisé. Ces personnes-là ont créé, elles ont révolutionné. Vous citez notamment un article du prestigieux journal Times à propos de Steve Jobs qui écrit « Il a parcouru le monde avec une force, une rapidité et une clarté surhumaines. Il a vu ce que d'autres proposaient, l'a rendu parfait et l'a vendu au monde. Quand il eut fini, le monde était devenu meilleur. » Là, le journaliste, on se dit vraiment dans une espèce d'admiration béate. Comment et pourquoi, surtout, est-ce qu'on construit ces récits médiatiquement ? Alors, ces récits, effectivement, là, j'ai pris, en fait, dans la première tiers de l'ouvrage, j'ai pris une étude de cas,
parce que le mythe de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui peut être évocateur pour plein de gens, mais c'est pas une catégorie établie en fait dans l'analyse économique ou l'analyse sociologique, l'analyse des médias. Donc j'ai pris une étude de cas qui est celle de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est intéressant parce que c'est assez récent. Les gens, la plupart des plus de 25-30 ans, en tout cas, ont bien en tête qui était Steve Jobs et ont bien en tête les années 2000. Et en même temps, c'est suffisamment loin dans le temps pour avoir le recul historique. Donc on peut faire une étude de cas et effectivement, j'ai constitué un corpus, plein d'articles, à toute la littérature qu'on peut trouver sur Steve Jobs, donc biographie, documentaires, biopics, etc. Et quand on fait une analyse thématique de cette littérature, et je pense que ce constat est valable, quelle que soit la célébrité entrepreneuriale, à quelques variations près, on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes descripteurs. C'est-à-dire effectivement, tout d'abord, un créateur, ensuite un visionnaire, quelqu'un qui est capable de voir plus loin, de voir des choses, de comprendre des choses sur l'avenir, en fait, que le commun des mortels est incapable de saisir. Un rebelle, quelqu'un qui se révolte en fait contre le monde et par là même en fait fait accoucher le progrès en fait, amène le progrès au monde. C'est en fait tout un ensemble de toutes ces idées en fait sont très structurantes dans la plupart des récits. Mais pourquoi est-ce que les journalistes s'y attaquent de cette manière ? Parce que ce qu'on comprend au fur et à mesure du livre, c'est que les médias jouent un rôle énorme dans le succès, même économique, même entrepreneurial de ces personnes-là. Comment est-ce qu'on choisit une figure d'entrepreneur pour en faire un espèce de demi-dieu ? Et j'insiste, j'ai pas l'impression d'exagérer en disant ça. Vraiment, les articles que vous citez, on a l'impression qu'on parle de personnes qui sont même pas humaines. D'ailleurs, rien que l'extrait que j'ai cité, on parle de clarté surhumaine. Ce seraient des personnes qui seraient encore meilleures que les autres humains, que le commun des mortels. Alors, tout d'abord, les médias qui célèbrent l'entrepreneur et qui constituent cette littérature, ce sont pas tous les médias, ce sont les grands médias, la grande presse magazine type le Time, effectivement, le Wall Street Journal, etc. La presse magazine et les grands médias, mais aussi des médias économiques, financiers, etc. Alors, cette construction en fait du mythe, effectivement, on la voit déjà fin du 19e siècle, et on a là, en fait, une relation symbiotique qui se met en place. C'est-à-dire que quand vous vendez du papier ou aujourd'hui vous essayez de faire du clic, vous avez besoin de bons clients, des gens qui ont le verbo, des gens qui sont charismatiques, impressionnants, etc. Des gens qui sont capables de remplir l'espace, en fait, et d'exercer une fascination charismatique sur le public. Et en fait, c'est ce que proposent ces célébrités entrepreneuriales. Vous remarquerez, si vous prenez la liste des plus grandes fortunes dans le monde, quels que soient les critères que vous prendrez, vous vous rendrez compte que tous ne sont pas célèbres. Ceux qui, parmi eux, sont célèbres sont généralement des bons clients. Et donc, on a une relation symbiotique. Pourquoi ? Parce que, en fait, la personne de médias, le journaliste, va en tirer effectivement des vues ou des ventes. Et, en fait, la célébrité médiatique, la célébrité entrepreneuriale va construire son capital symbolique à travers sa présence dans les médias. Et alors, vous expliquez que l'un des arcs narratifs les plus puissants, c'est le fait justement que l'entrepreneur soit un rebelle. Vous l'avez évoqué plus tôt, soit obstiné, qu'il soit toujours seul contre tous à un moment de la construction de son entreprise avec ce côté visionnaire qu'il aurait, et puis personne ne le croit, mais lui, il a continué à persévérer, puis ça va fonctionner. Je vous cite, vous dites « On touche là à la théorie de la justice par le marché, véhiculée par cet imaginaire entrepreneurial. Certes, le marché est sans cesse phagocyté par les spéculateurs et les accapareurs à la médiocrité satisfaite, mais face à eux s'élèvent des disrupteurs obstinés, des aventuriers talentueux et visionnaires qui le restaurent dans sa pleine vitalité. » On touche là un petit peu au rôle politique de ces entrepreneurs qui sont glorifiés. C'est qu'ils vont montrer que le marché, finalement, fonctionne parce qu'il laisse la place à ces personnes obstinées. Effectivement, il faut bien comprendre la connotation en fait, de cette terminologie. Il faut bien comprendre la sémantique, c'est-à-dire que quand on parle d'entrepreneur, on ne parle pas de patron, ni d'homme d'affaires, ni de capitaliste. Et en fait, dans cette littérature apologétique, on va les opposer, ces termes. C'est-à-dire que le patron appelle symétriquement la figure de l'ouvrier, c'est un exploiteur, et donc il appelle à lui symétriquement cette figure d'exploité. L'homme d'affaires, il commerce, il spécule, il est dans le profit. Voilà. Et en cela, l'entrepreneur, on va jusqu'à dire dans cette littérature apologétique, dans ces hagiographies de Steve Jobs, on va jusqu'à dire que Steve Jobs n'était pas un capitaliste, c'était même parfois même un anticapitaliste, un entrepreneur au sens le plus humaniste qui soit. C'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est pas le profit, c'est pas la conquête des parts de marché, c'est en fait accoucher d'un nouveau projet, de nouveaux beaux outils en fait à offrir à l'humanité et faire progresser l'humanité sur la voie du progrès de cette façon. Qu'est-ce que ça nous dit qu'est-ce qu'on comprend à travers cette façon de décrire le marché ? C'est que on a certes un marché qui est plein d'accapareurs, d'exploiteurs, de petits comptables, de petits commerçants, mais au final, le héros de l'histoire, celui qui va finir par triompher, c'est l'entrepreneur, c'est-à-dire celui
qui a un projet qui va faire qui va nous faire progresser. C'est une figure complètement détachable en quelque sorte du capitalisme. Oui, vous dites que ils sont décrits comme des moteurs de l'histoire qui finalement participent ou sont même à l'origine d'une ère nouvelle. Oui, complètement. Et en fait, si on fait la généalogie de ce mythe, c'est-à-dire si on part d'analyse thématique fin 19e siècle, des textes qui étaient écrits sur Edison ou sur Carnegie fin 19e siècle jusqu'à nos jours, jusqu'à Elon Musk, on se rend compte qu'il y a beaucoup de continuité. Par exemple, le visionnaire, ça c'est typiquement la façon dont on décrit Elon Musk aujourd'hui, c'est la façon dont on décrivait déjà Steve Jobs, et il y a plus d'un siècle, c'est déjà comme ça qu'on célébrait Edison. Edison, les journalistes allaient le voir, et c'était un très bon client aussi, Edison. Pourquoi ? Parce qu'il arrivait avec son allure de savant fou, et il était décoiffé, il avait la chemise et les chaussures crottées, et voilà, il était enthousiaste, il faisait le tour de ses laboratoires, il expliquait comment il allait inventer tout un ensemble de nouveaux objets, comment il inventait le futur en quelque sorte. On a tout un ensemble de constantes en fait, tout au long de cette histoire. Mais il y a aussi des différences. Et l'une des différences, en fait, pour revenir sur le thème de la rébellion, c'est que jusque récemment, jusque dans les années 70, jusqu'au tournant néolibéral, en fait, l'entrepreneur, ça reste un bourgeois esthétiquement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en fait, est l'homme au complet gris, l'homme au chapeau haute forme. Carnegie, c'est ça, hein, Rockefeller Senior, c'était ça. C'était des bons bourgeois qui s'habillaient comme des gens de l'ancienne aristocratie, de la grande bourgeoisie, etc. Avec les années 70-80, en fait, on arrive sur un modèle beaucoup plus contre-culturel, on va prendre le contre-pied de tout ça, et on est dans une esthétique de la rébellion. Et on arrive sur l'entrepreneur, jean, t-shirt, claquette, à la Zuckerberg, Musk avec son perfecto, son bandana, etc. Et un des premiers avatars de ça, c'est Steve Jobs dans les années 70-80. Oui, d'ailleurs, qui a toujours les mêmes habits, c'est ça, qui expliquait, qui a même... On a fait une histoire, en réalité, de sa manière de s'habiller, en se disant qu'il perdait pas de temps avec les vêtements, et que lui, il était toujours en noir, il me semble. Oui, complètement. C'était ça. Alors... Toujours pour rester dans cette idée de la manière dont on construit un mythe, puisque c'est vraiment le titre de votre livre, et il n'a pas été choisi pour rien, vous montrez comment, à travers, on l'a dit, les articles, les médias, les interviews, mais aussi les biographies, les documentaires, les films de cinéma, enfin ça va vraiment très très loin, cette mythification de ces entrepreneurs, ça passe par des arcs narratifs très traditionnel finalement, qui date d'il y a même plusieurs millénaires, où vous prenez cette étude de cas toujours de Steve Jobs et vous démontrez comment la vie de Steve Jobs, telle qu'elle a été narrée, correspond en tout point avec la structure dramatique des héros de l'Antiquité. Alors je vais reciter un petit peu le parcours que vous décrivez, parce que je trouve ça vraiment assez... c'est interpellant, hein, à quel point il y a des similitudes. Vous dites les origines obscures, pour commencer, l'enfant Steve Jobs qui a abandonné, recueilli au cœur de la Silicon Valley. Ensuite, il y a l'initiation, l'adolescent Steve Jobs qui part en Inde à la recherche d'un éveil. Ensuite, il y a l'appel de l'aventure, le jeune Steve Jobs qui décide donc de créer le célèbre Apple avec son ami dans un garage qui est un petit peu le mythe fondateur, vous le dites, hein, ça occupe une place très importante puisque là aussi, il est un peu seul contre tous, il se débrouille avec ses moyens, il crée son entreprise dans son garage. Ensuite, la gloire précoce, Steve Jobs qui est pionnier de l'informatique, millionnaire à 21 ans. Puis la trahison, Steve Jobs, là encore, évincé de sa propre entreprise par son mentor. Ensuite, l'exil, le lancement à l'échec de sa seconde entreprise, une forme de traversée du désert. Puis le retour en gloire, renaissance d'un Steve Jobs revenu à la tête d'Apple, assagi, mature, transformé par les épreuves et désormais en pleine maîtrise de ses capacités. Et enfin, bien sûr, la mort prématurée pour terminer cet arc narratif dramatique. Il meurt frappé par la maladie au sommet de sa gloire. Alors déjà, est-ce que tout ça, c'est vrai ? Est-ce que aujourd'hui, ce mythe qui est littéralement répété absolument partout, est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que c'est important que ce soit vrai ou non, finalement ? Alors, tout d'abord, un tout petit bémol sur la structure antique comme ça du mythe. Il faut bien comprendre que cette structure qui est très forte et qu'on retrouve dans Star Wars, par exemple, qu'on retrouve dans plein de récits populaires américains, de l'industrie culturelle américaine, pourquoi on le retrouve ? Parce qu'en fait, ça fait partie des canons narratifs qui ont été institutionnalisés à partir d'un mythologue très connu qui s'appelle Joseph Campbell, qui avait la thèse du monomythe. En fait, d'après Campbell, il expliquait que tous les récits mythologiques peuvent être réduits à un monomythe qui est l'aventure héroïque, comme ça. Alors en fait, si on se réfère à ce qu'en disent les anthropologues, les mythologues, on sait que c'est complètement faux, que ça a été complètement falsifié, ce modèle, et qu'il n'a aucune validité scientifique. Néanmoins, on sait que depuis au moins un demi-siècle,
c'est une structure narrative qui est partout dans l'entertainment, dans l'industrie culturelle américaine, à Hollywood. Comme je le disais tout à l'heure, Star Wars, un des canons narratifs de Star Wars, une des influences très concrètes et déclarées de Lucas, c'est Campbell. C'est un canon narratif qui est très important dans l'industrie culturelle américaine. Donc ça, c'est une chose, une influence. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça correspond à la réalité? En fait, c'est très critiquable, non pas tant parce que c'est plein de mensonges ou de contre-vérités, en fait, toutes ces histoires. Généralement, on nous présente des histoires qui ne sont pas véritablement fausses, en fait. C'est simplement qu'il y a une espèce d'énorme biais de cadrage à chaque fois. Pour prendre la scène fondatrice dans l'histoire d'Apple, dans l'histoire de Steve Jobs, c'est la scène du garage. Donc, dans tous les films autour de Steve Jobs, vous allez voir ça, dans plein de bouquins, d'articles, on vous rappelle toujours que Apple est né dans un garage en Californie, là où deux gamins, Steve Wozniak et Steve Jobs, en fait, ont créé l'entreprise. Pourquoi? Parce que leur première commande d'ordinateur, les Apple I, en fait, ils ont assemblé ces ordinateurs dans ce garage. En fait, vous vous rendez compte que Steve Wozniak, au fil des biographies, lance toujours des démentis pour expliquer que ce garage n'avait pas tant d'importance que ça. Alors, il a existé, il y a eu effectivement un travail d'assemblage, mais il y avait tout un ensemble d'autres lieux qui sont liés à la création d'Apple et dont on ne parle jamais. Par exemple, Hewlett-Packard, c'est là où travaillait Steve Wozniak, et Steve Wozniak, c'est celui qui a créé l'Apple I et l'Apple II, techniquement, qui les a prototypés. Et en fait, il s'est servi des ressources qu'il avait à disposition chez Hewlett-Packard. Et c'est là, en fait, c'est dans les locaux Hewlett-Packard qu'il a prototypé ces machines. Oui, donc c'est là que c'est advenu et on en parle finalement très peu. Oui, exactement. Mais en fait, dans cette matière première foisonnante, les conteurs, les biographes, les commentateurs vont aller puiser ce qui souvent correspond en fait à tout un ensemble de préconceptions très héroïsantes. Donc les fameux arcs qu'on a décrits plus tôt. Effectivement, oui. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir que ces héros ne sont pas parfaits, puisqu'ils ont aussi leur face sombre. On peut toujours rester sur le cas de Steve Jobs parce qu'encore une fois, il permet, vu qu'il est aujourd'hui en plus décédé, il permet d'avoir un certain recul sur sa carrière. Ce que vous décrivez, c'est que Steve Jobs, par exemple, est souvent décrit comme odieux, comme féroce avec les gens avec qui il travaille. Sur le plan personnel, il refuse également de rencontrer sa fille, Lisa. Mais ce que vous montrez, c'est que ça n'écorne pas vraiment sa légende, alors que humainement, ça semble quand même un peu loin de la morale et ça semble un petit peu discutable. Au contraire, ça renforce ce mythe qui, nécessairement, pour être un espèce de génie, il faudrait avoir cette part d'ombre. Comment on explique ça ? Alors, vous venez d'employer le terme génie, et c'est précisément là où on est vraiment, en fait, à la rencontre entre plusieurs imaginaires, et on va comprendre que cette célébration de l'entrepreneur ténébreux, c'est-à-dire violent parce qu'il est possédé par une violence créatrice, donc certes, voilà, on le dit dans les hagiographies, dans cette littérature, on le dit, bon, c'était pas un saint, effectivement, il y avait une part sombre, mais il y avait la rhétorique du oui, mais c'est ce qui explique le fait que c'était un génie. Et en fait, toutes ces idées, ces représentations du talent, de la créativité, en fait, on les hérite d'une tradition littéraire qui est la tradition romantique. C'est des idées qui sont très présentes, en fait, dans le courant romantique depuis le 19e siècle. Et il y a tout un ensemble de sources idéologiques à ce mythe de l'entrepreneur. Il a pioché à tout un ensemble d'influences politiques, culturelles, littéraires, religieuses. Et c'est un des héritages. C'est cette idée d'un entrepreneur, en fait, qui a une capacité foudroyante à créer de la valeur, qui est une espèce, effectivement, comme ça, de demi-dieu, et en fait, qui est torturé par sa vision. Et vous voyez, ça suscite de l'admiration, paradoxalement. Et c'est quelque chose de très individualisant. C'est-à-dire comme si la création, c'était quelque chose qui s'expliquait par une espèce d'unicité, par une espèce d'atome comme ça flottant dans le vide et qui était vraiment tout rempli et qui exprimait une espèce de don céleste comme ça, qui ne s'expliquerait que par lui-même. C'est pour ça que je dis dans le livre que, en fait, l'entrepreneur produit sans être produit. En fait, il est à la source de toute chaîne causale. C'est-à-dire que quand on nous explique l'économie, parce qu'en fait, dans ces ouvrages, dans cette littérature, dans ces films, on nous donne à voir ce que c'est que l'économie en geste, en fait. Et qu'est-ce qu'on nous donne à voir ? On nous explique que l'économie, c'est l'entrepreneur qui va créer et perturber et amener le changement. Comme si, au final, en fait, c'est pour ça que je reprends la référence de Dieu, comme s'il n'y avait rien avant l'entrepreneur. C'est-à-dire que l'entrepreneur est le créateur du marché. Et comme si l'entrepreneur lui-même n'était pas un produit, n'était pas lui-même à expliquer
par tout un ensemble de facteurs, la socialisation primaire, un écosystème, etc. Paramètres socio-économiques de base dont on fait totalement abstraction justement quand on crée ce mythe de l'entrepreneur. On va revenir un petit peu plus tard justement sur le côté, le rôle de l'État notamment dans la création et l'émergence de ces figures d'entrepreneurs. J'aimerais qu'on passe sur l'aspect politique de votre livre parce qu'encore une fois, on peut décrire pendant des heures la manière dont est façonné ce mythe. Je pense qu'on l'a bien compris. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'explication sur le rôle politique de ces entrepreneurs dans le système économique notamment. On va rester toujours sur ce fil conducteur un petit peu du livre qui est la figure de Steve Jobs, mais qui peut s'appliquer à tellement d'autres entrepreneurs. Vous écrivez que Steve Jobs arrive à un moment de défaite des rêves d'idéalisme américain et que l'Amérique est en proie au chômage et à l'inflation et que lui, finalement, il va en quelque sorte incarner une forme de renaissance de l'American Dream et que c'est pour ça, en partie, qu'il va connaître autant de succès et que ce mythe va être aussi puissant. Alors, effectivement, il faut bien comprendre, dans le temps long, historiquement, à quel moment surgissent ces incarnations héroïques de l'entrepreneuriat. On se rend compte, si aujourd'hui vous faites une étude quantitative, et certains l'ont fait, certains chercheurs l'ont fait, sur quelles sont les célébrités entrepreneuriales qui, depuis plus de 100 ans aux États-Unis, ont été patrimonialisées, c'est-à-dire dont les gens se souviennent, qui sont rentrés dans la mémoire, dans le patrimoine américain, en fait. Et vous vous rendez compte que parmi les entrepreneurs les plus célèbres, vous avez deux générations. Vous avez une première génération qui est la génération des Carnegie, des Morgan, des Rockefeller, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle souvent les pères fondateurs de la nation américaine, de l'économie américaine, plutôt lapsus révélateur, fin 19e siècle en fait. Et ensuite, vous avez une deuxième génération qui est la génération de la nouvelle économie, de la tech, de la Silicon Valley, à partir des années 80. Et entre les deux, en fait, vous avez finalement assez peu de célébrités entrepreneuriales. Vous en avez quelques-unes, comme par exemple Sam Walton de Walmart, mais assez peu. Pourquoi ? À mon sens, ça s'explique, ça va mettre en corrélation avec des régimes politiques. En fait, des années 30 aux années 70, on est sur un capitalisme national assez, on va dire, socialo-keynésien, où on a une régulation forte, une politique fiscale forte. Ce qu'on a tendance à oublier parfois quand on parle des États-Unis, notamment. Effectivement. Et à partir des années 70-80, on a ce qui est bien connu, un tournant néolibéral, avec Reagan notamment. Et là, on voit surgir, avec tout un ensemble d'autres phénomènes aussi, le capitalisme actionnarial, la mondialisation des chaînes de production, etc. Il y a tout un ensemble de facteurs qui expliquent, en fait, la réhéroïsation des entrepreneurs. Et en fait, ça se voit même jusque dans les discours des politiques, puisque Reagan, en fait, a explicitement fait référence à la scène fondatrice du garage d'Apple en invitant les jeunes Américains à retrouver l'esprit pionnier des premiers temps de l'Amérique en créant une entreprise eux aussi depuis leur garage. Moi, l'interprétation que parfois je pouvais en avoir, c'était que finalement le capitalisme en lui-même, c'est déjà une forme de mythe, en tout cas une forme de croyance sur de nombreux aspects. On l'a très largement développé à Blast, et que finalement les entrepreneurs, et donc pourquoi ce livre est aussi important, ces espèces de mythes d'entrepreneurs sont les héros de ces mythes-là, sont les héros de ces croyances-là, sont presque les demi-dieux de ces croyances-là, et permettent, et sont des acteurs majeurs de la manière dont on va pouvoir maintenir ce capitalisme-là, le faire accepter comme étant le seul modèle, puisqu'il produit des génies pareils, et ça permet de toucher au sensible chez les gens en leur permettant de croire en c'est aussi cette figure du self-made man qui est vraiment à la fondation aussi de la manière dont on maintient le capitalisme, parce qu'on a toujours l'impression que ça produit des choses fantastiques et surtout qu'on a toujours sa chance. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là ? Est-ce que vous considérez le rôle politique des entrepreneurs de cette manière ? Oui. Je dis souvent, pour résumer un peu la position, c'est que en fait, le mythe de l'entrepreneur, c'est un sous-ensemble de l'imaginaire capitaliste. Et effectivement, comme vous venez de l'expliquer, il y a une dimension légitimatrice. C'est-à-dire, vous avez là, en fait, une élite économique qui concentre tout un ensemble de ressources, de capitaux, de finances, et donc de pouvoir politique, puisque quand vous avez une capacité d'investissement gigantesque, vous pesez sur la marge du monde, très concrètement. Surtout aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Et oui, c'est aussi pointé du doigt de plus en plus dans l'actualité. Il y a aussi une résurgence de la critique des ultra-riches à travers certaines productions cinématographiques. On en discute effectivement de plus en plus. Et en fait, à partir de là, vous légitimez donc un ordre social, et pour le légitimer, vous expliquez en quoi il est juste. Et pourquoi on est dans un ordre juste ? Parce qu'on est sur une espèce de démocratie par le marché où toute inégalité est fondamentalement juste,
puisqu'elle s'explique par les actions de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'égalité fondamentale où on est tous acteurs sur le marché, on peut tous entreprendre, on peut tous essayer de trouver des idées, essayer de s'améliorer, tout ce qui est développement personnel, etc. Et en tant que tel, certes, on n'est pas responsable de là où on est né, mais d'après cette conception des choses, on est responsable de là où on est allé et là où on a fini en quelque sorte. C'est le fameux quand on veut, on peut. Oui, exactement. Ce que les sociologues retournent en disant plutôt, c'est quand on peut qu'on veut, effectivement. Et ça, c'est vraiment cette conceptualisation. Encore une fois, à travers toutes ces histoires, on a des représentations du marché, de l'ordre économique qui se font jour. Et en fait, ce qu'on nous dit là, c'est que en fait, on a une espèce de justice qui intervient à travers le marché. L'ordre social qu'on nous donne à voir, en fait, est un ordre qui est fondé sur les mérites des uns et des autres. Et en fait, il appartient à tout un chacun d'entreprendre sa vie. Et ça, c'est un discours qui remonte vraiment, encore une fois, aux sources de la célébrité entrepreneuriale. C'est-à-dire que si vous constatez, vous allez rechercher ce que racontaient Rockefeller et Carnegie fin 19e siècle, au moment justement où se constituaient les premières grandes fortunes américaines, au moment où on avait des trusts et au moment où aussi on avait des sociodémocrates américains qui contestaient cette monopolisation du pouvoir économique et politique entre ces quelques mains, ces quelques fortunes qui se sont constituées de manière fulgurante fin 19e siècle, que disait Carnegie, que disait Rockefeller? Ils expliquaient que, en fait, la pauvreté est un don, c'est l'école de la pauvreté. Ils se présentaient souvent comme des hommes de peu, en expliquant que c'est parce qu'ils ont été élevés à la dure et qu'en fait, qu'ils se confrontaient, qu'ils ont entrepris leur vie en s'extirpant comme ça de la pauvreté, qu'ils ont réussi à développer une force de caractère qui leur a permis de s'élever. Et ils vont même jusqu'à dire, alors c'est quelque chose qu'on dit moins aujourd'hui, mais qui est très éloquent à l'époque, qui est très significatif par rapport à cet imaginaire, ils vont jusqu'à dire que en fait, c'est une malédiction que d'être né héritier et riche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on perd l'énergie qui est nécessaire à la conquête des marchés et au fait de se prouver sur le marché. Ça reste un mythe qui me semble assez présent encore aujourd'hui. Et ce que vous écrivez, c'est qu'il y a un acteur qui est totalement invisibilisé, qui n'apparaît ni dans les récits médiatiques les plus populaires, notamment de Steve Jobs, ni dans les conférences les plus techniques. C'est l'État qui est toujours complètement éclipsé, qui n'a pas sa place dans les mythes de la genèse entrepreneuriale, comme si, parce qu'il ne pouvait pas se personnifier, il était hors jeu. Pourtant, et on l'apprend, moi je l'ai appris dans cet ouvrage, l'État a participé à la réussite de ces entrepreneurs, notamment car la Silicon Valley est le produit d'une politique volontariste et d'investissement massif. Pourquoi est-ce qu'on nommait à ce point l'État ? Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Et quel a été le rôle de l'État dans le développement, notamment de ces nouveaux entrepreneurs, de cette nouvelle génération de ce qu'on appelle les génies de la Silicon Valley, qui en fait n'auraient pas pu l'être. Et encore, on peut même un petit peu douter du fait que c'est des génies, mais en tout cas, n'aurait pas pu avoir ce succès-là si l'État n'avait pas été présent, l'État américain. Alors, dans cette littérature, ouvrages biographiques, articles de presse magazine, etc., documentaires, on se rend compte que, en fait, on a toujours une façon très personnifiée de raconter l'économie. Comme j'expliquais, on raconte l'économie à travers ces histoires. À travers des destins personnels. Effectivement. Et en fait, on peut s'imaginer ça comme une scène de théâtre. Pour ça, je dis c'est très théâtralisé. Au centre de la scène, on a quasiment le monologue de l'entrepreneur. Et gravitent autour de lui quelques personnages secondaires. Des techniciens, des ingénieurs, des camarades en quelque sorte, qui gravitent comme ça de manière satellitaire autour du créateur. Et en fait, on peut se rendre compte à partir de cette littérature qu'il y a des personnages qui ne sont jamais, des forces qui ne sont jamais personnifiées, incarnées. On a tout d'abord le financier. Arthur Rock, par exemple, personne ne le connaît, alors que c'est quelqu'un qui est, en fait, c'est un venture capitaliste, un capital risqueur, un financier, qui a aidé à créer 3 des plus grandes entreprises de la Silicon Valley, Intel, Fairchild Semiconductor et Apple. Personne ne le connaît, effectivement, il y a très peu d'articles de presse sur lui, il y a une page Wikipédia extrêmement sommaire, voilà. Et on a aussi l'État. L'État n'existe pas. L'État, dans ses discours, existe simplement comme gêneur, en quelque sorte, comme parasite. Dans cette logique très libertarienne, on nous explique que c'est là qui est simplement un État qui est là pour prendre des impôts et, en fait, qu'un obstacle, effectivement, la créativité entrepreneuriale et voilà, qui va faire obstacle, effectivement, à ces individus. Or, si on reprend, en fait, l'histoire de la Silicon Valley, non pas à travers ses figures héroïsées, mais à travers l'histoire d'un écosystème, on se rend compte que l'histoire de la Silicon Valley, ça ne commence pas fin des années 70 avec l'émergence de la micro-informatique. Ça commence dans les années 1910 avec les premiers investissements dans les systèmes de radio,
Parce qu'en fait, l'électronique, ça sert tout d'abord à faire la guerre, et donc il y a un investissement étatique très fort. Ensuite, ça se poursuit. Avec, encore une fois, au milieu du XXe siècle, l'informatique se développe, tout ce qui est système de puces, pour en fait guider des systèmes de missiles, en fait équiper, augmenter de l'armement. Et en fait, là où on voit que la Silicon Valley devient vraiment un pôle d'attractivité en termes d'investissement dans l'industrie électronique, c'est à partir des années 50-60, où en fait on a des investissements massifs de l'État américain dans en fait le complexe militaro-industriel, parce qu'on est dans une rivalité avec l'URSS, notamment dans l'aérospatial. Donc il y a énormément d'investissements, on investit énormément dans des entreprises, aussi à Stanford, dans les universités. Et en fait, dans ces années-là, on a environ la moitié des investissements militaires américains qui sont injectés en Californie, et plus précisément dans le comté de Santa Clara, qui est en fait là où se situe la Silicon Valley. Et c'est seulement à partir de la fin des années 70 que en fait, le premier investisseur ne va plus être l'État. L'État qui, en plus de ça, était aussi le premier client. C'est l'État qui investissait dans l'informatique, c'est l'État qui achetait les puces, les microprocesseurs, les semi-conducteurs pour équiper ses armements. C'est seulement à partir des années 70-80 où on a de l'électronique grand public, à destination du grand public, notamment avec la micro-informatique, que l'État va passer partiellement, encore une fois partiellement, le relais en tant que financeur au capital privé. Et souvent, nos représentations de la Silicon Valley, héroïsées, en fait, commence dans les années 80. On s'imagine la naissance de la Silicon Valley avec Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak dans les années 80. C'est là où c'est complètement faux. C'est qu'on imagine des hommes dans leur garage en train d'avoir des idées de génie et de créer l'économie américaine, quand en réalité l'impulsion vient de l'État. Et une fois qu'on a dit tout ça et qu'on comprend à quel point ce mythe est un mythe, justement, c'est-à-dire qu'il ne se rapproche pas de la réalité, que c'est une construction, que c'est un récit, que c'est une narration. Quand on comprend à quoi, enfin, le rôle politique que ça peut jouer, c'est-à-dire finalement une forme de caution du capitalisme, en quoi est-ce que c'est un problème ? Alors, c'est un problème, tout d'abord, parce que ça justifie, en les intériorisant, tout un système d'inégalité. En fait, ça infuse, en fait, ça diffuse tout un ensemble de représentations du monde qui sont profondément fausses, parce que profondément antimatérialistes. On est vraiment sur une littérature très idéaliste, c'est-à-dire tout est censé partir des idées, des volontés, des énergies qui seraient spontanées. Donc on est vraiment, d'ailleurs, on peut le dire, sur quelque chose qui est proprement ascientifique ou anti-scientifique, c'est-à-dire qu'on sort du monde des causes et des conséquences, en fait. Oui, je me permets de vous citer, vous écrivez « Cette narration en occulte une autre, celle du progrès de production et de ses travailleurs ». Oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre les progrès de l'industrie comme des progrès profondément collectifs. C'est-à-dire que cette façon personnifiée nous porte à croire, en fait, nous complaît dans une espèce d'attente messianique. Il faut attendre le sauveur. C'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé aussi dans des processus d'héroïsation au niveau du roman national, dans différents pays. En fait, au-delà d'ailleurs de la figure de l'entrepreneur, il faut comprendre les conséquences politiques de l'héroïsation. Quand on héroïse quelqu'un, on lui donne un pouvoir, ou on donne un pouvoir à l'idée qu'il représente, qu'il incarne. Donc par exemple, aujourd'hui, 200 ans après Bonaparte, vous avez toujours des bonapartistes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà de Bonaparte, ce sont des gens qui défendent une conception du monde qui est autoritaire, césariste, centralisée, etc. Pour l'imaginaire entrepreneurial, en fait, il en va de même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre représentation du monde entrepreneurial, du monde industriel est pétrie de ces idées, alors il y a tout un ensemble de conséquences politiques qui en découlent. Comment on pourrait légitimer l'impôt, par exemple, dans une société où les individus sont pleinement comptables de leurs réussites et de leurs échecs. Si j'ai triomphé sur le marché et que je suis milliardaire et que je le mérite, alors l'impôt, c'est du vol, notamment l'impôt progressif. Et alors, les gens qui n'ont rien, les gens qui ne peuvent pas se payer des soins médicaux, les gens qui meurent de faim, le méritent aussi. Effectivement, symétriquement. Ça, c'est quelque chose qu'on évoque assez peu, mais tout ce qui est glorification du self-made man implique ça aussi, effectivement. Si les riches sont self-made, alors les pauvres aussi sont self-made. Et alors, c'est profondément dépolitisant et profondément trompeur, puisque quand on analyse la socio-économie, l'innovation de l'industrie, on se rend compte que ça, c'est un processus qui est absolument inextricable. C'est-à-dire que quand on cherche un individu derrière une innovation particulière, on ne réussit pas, en fait, puisque, en fait, on a une division du travail, surtout depuis une centaine d'années, qui est vraiment massive, qui s'étale à la fois dans l'écosystème, c'est-à-dire que, pour prendre un exemple très concret, derrière l'ordinateur moderne à interface graphique ou derrière le baladeur MP3, il y a des centaines d'entreprises qui, pendant des années, ont collaboré sans cesse les uns avec les autres, surtout dans les structures actuelles, on a des chaînes de sous-traitance extrêmement vastes, et on a aussi
sur le temps long, une collaboration entre plusieurs générations de chercheurs, d'ingénieurs, etc. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de l'ordinateur, pour avoir l'interface graphique sur le Macintosh en 1984, il faut des recherches fondamentales à Stanford dans les années 60. Et il faut aussi des théoriciens de la cybernétique et de l'informatique dans les années 40. Voilà, il y a des recherches fondamentales à psychologie cognitive, etc., etc. Et quand on fait de la socio-histoire sérieuse de tous ces phénomènes, on se rend compte qu'en fait, en tirant le fil, la pelote vient à chaque fois. Sauf que dans ces représentations effectivement très personnalisées qui pullulent en fait dans les industries culturelles, tout à l'inverse, on part d'un individu, et on l'extrait, et en fait, tout part et revient à cet individu. Et quelles sont les conséquences que ça peut avoir en France, par exemple? Parce que dans les figures que vous citez la plupart du temps, il n'y a pas de Français. C'est toutes ces personnes dont on vient de parler, de Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs, ce sont des Américains. C'est quasiment toujours la Silicon Valley. On est toujours dans cette idée d'hommes blancs américains de la tech. Et quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur notre public ici à Blast, en France? Alors, j'aurais pu évoquer dans l'ouvrage, je l'ai fait un peu, mais j'aurais pu le faire davantage, des figures non américaines qui incarnent bien le milieu de l'entrepreneur. Il y en a. Il y a Branson en Grande-Bretagne, il y a eu Jack Ma, il fut un temps en Chine. On peut aussi parler, dans une certaine mesure, de Bernard Tapie dans la France du tournant néolibéral des années Mitterrand. Je ne l'ai pas fait pour conserver une espèce de cohérence à l'ouvrage, en fait, puisqu'on a un dialogue sans cesse entre ces célébrités entrepreneuriales américaines et ce cadre civilisationnel, ces représentations de la destinée nationale. Donc il fallait une certaine unité dans l'écriture. Mais au-delà de ça, je dirais que ça nous concerne, et ça nous concerne de plus en plus, puisque depuis au moins 70 ans, la culture américaine est notre culture. Il y a un soft power américain qui s'est très clairement installé dans tout l'Occident à partir de la Seconde Guerre mondiale. En fait, nos célébrités musicales, cinématographiques et entrepreneuriales, en fait, sont les leurs. Et si je sais pas une enquête que j'ai réalisée moi-même, mais je suis prêt à le parier. Si vous allez interroger notamment des moins de 30 ans ou des moins de 25 ans dans la rue en leur demandant, comme ça, comment on fait en marketing, le top of mind, réfléchissez pas, dites-moi les noms de 3 ou 4 entrepreneurs. Il y a de très fortes chances pour qu'ils citent des entrepreneurs américains, Elon Musk en tête, potentiellement. Alors voilà, ça s'explique en fait par ce soft power américain, par cette domination, cette hégémonie culturelle américaine. Mais ce qui est terrible, c'est que ça fonctionne, ça infuse, vous l'avez dit, ça décorrèle de la matérialité, de la production notamment, et pourtant, on ne peut pas dire que ces entrepreneurs ont été épargnés par les scandales différents. On peut parler d'Amazon pendant des heures. Pour rester sur le cas de Steve Jobs, qui encore une fois est théorisé à un point absolument fou, il a été au cœur d'un scandale notamment sur une entreprise sous-traitante qu'il avait, Foxconn, qui connaissait des taux de suicide complètement anormaux, qui employait notamment des lycéens, et pourtant, ça n'a pas eu beaucoup de conséquences, alors qu'il le traitait, il avait des personnes qui travaillaient pour lui et qui produisaient les iPhones, tout ce qu'il a créé avec Apple, dans des conditions absolument déplorables. Comment vous expliquez qu'on puisse passer l'éponge collectivement aussi facilement sur de tels scandales en termes de droits humains? Alors, la production textile, la production de nos objets électroniques, c'est la destruction de corps ouvriers à l'autre bout du monde. Et l'environnement. Et l'environnement, effectivement. Et en fait, aujourd'hui, plus qu'il y a un siècle, ces grands entrepreneurs peuvent se dédouaner de cette destruction relativement simplement. Pourquoi ? Parce que, en fait, un processus qui est le processus de fétichisation de la marchandise est en cours et s'amplifie. C'est-à-dire que, pour parler très concrètement, vous consommiez un objet fin 19e siècle, on était tous massivement dans une économie paysanne. On savait généralement qui avait fabriqué l'objet, si on ne l'avait pas fabriqué soi-même. Cet objet représentait du temps de travail accumulé. Milieu du XXe siècle, on consomme une Renault ou une Ford. C'est produit au loin par des inconnus, mais par une entité, une espèce d'entité unique, homogène. C'est Ford qui, de la métallurgie jusqu'à l'assemblage, a construit cette voiture et l'a mise sur le marché. Maintenant, dans l'automobile comme dans l'électronique, on a d'énormes chaînes de production qui, en fait, on a la production par composantes avec des sous-traitants à l'échelle mondiale.
Et une entreprise comme Apple aujourd'hui est simplement dans le design, la conception, le marketing, et externalise toutes ces fonctions de production. Et le jour où il y a un scandale, tel que celui de Foxconn en 2010, où effectivement il y avait des suicides massifs de Chinois sur le lieu de production, ils sautaient en fait du toit des usines. En fait, Apple, comme d'autres entreprises, parce que c'est pas la seule entreprise, on est vraiment dans un modèle économique, peut très facilement se dédouaner en expliquant voilà, c'est des sous-traitants, on n'a pas la main sur les processus de production, on leur délègue une partie de la production, on envoie nos éditeurs, on les contrôle, on fera mieux demain. Et ça se reproduit sans cesse, en fait. Et alors ça, c'est quelque chose d'important. L'entrepreneur peut d'autant plus facilement rester dans le ciel des idées et se dédouaner. Autre chose aussi, dont je ne parle pas dans l'ouvrage, mais qui, à mon sens, est important, c'est que jusque très récemment, en fait, on avait cette figure symbiotique, comme ça, cette dynamique symbiotique, c'est-à-dire l'entrepreneur nourrit le journaliste qui nourrit l'entrepreneur. On a cette espèce de pacte comme ça, pour la production en fait du mythe de l'entrepreneur dépendait véritablement de l'industrie médiatique. Aujourd'hui, ça change beaucoup, et ce depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que qui aujourd'hui relaye le mythe de l'entrepreneur ? On a toujours les magazines économiques, les grands médias, des documentaires, etc., etc. Mais on a aussi, à travers les réseaux sociaux, des coachs en entrepreneuriat et en développement personnel, des micro-célébrités. Oui, qui sont nombreux. Qui sont nombreux, effectivement, et qui fonctionnent bien et qui vont concrètement, en fait, puiser dans tous ces repères, dans toute cette littérature. Vous prenez quelqu'un, par exemple, comme Oussama Ammar, dans les milliers d'anecdotes qu'il raconte, quand il ne parle pas de lui-même, en fait, il va piocher allègrement dans la sainte vie des grands entrepreneurs de la tech, etc., en reprenant des anecdotes de ci, de là, pour illustrer en fait, ses propos, sa morale, ses leçons de vie, etc. Donc ça renforce encore cette dynamique. J'ai même un super pouvoir, vraiment, que j'ai développé avec les années. C'est avant d'aller dormir, je réfléchis au problème que je veux résoudre. Et la personne célèbre la plus apte à résoudre ce problème. Et elle vient dans mon sommeil résoudre le problème. Donc j'ai Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Ils viennent très souvent dans mes rêves. Et ce qui est intéressant, c'est, on n'aura peut-être pas le temps de l'évoquer en détail, c'est quelle morale, quelle leçon de vie il tire. Déjà, on est quasiment toujours sur des hommes blancs, qui sont donc riches, qui promeuvent une vision du monde qui est pas du tout écologique, qui est très viriliste aussi. On pourra en parler alors là pendant des heures, notamment de l'espèce de conflictualité, du duel un peu stupide entre Mark Zuckerberg et Elon Musk en ce moment, qui ont été jusqu'à... Enfin, notamment Elon Musk qui a été vraiment jusqu'à assumer publiquement qu'il voulait comparer sa taille de pénis avec celle de Mark Zuckerberg. C'est pas une blague, c'est vraiment quelque chose qu'il a dit. Il y a eu les matchs de boxe, il y a eu toute cette espèce de rivalité autour de la course à la fusée, à la course à l'espace. Donc il y a vraiment une culture qui est promue, qui, je crois, ne fait quand même pas du bien aux normes sociales et qui, en tout cas, est très destructrice pour l'environnement. Et pourtant, ces entrepreneurs, on vient de le décrire pendant de longues minutes, sont très puissants dans les médias, sont même très puissants maintenant sur leurs propres réseaux sociaux, puisque si on prend le cas d'Elon Musk, c'est la personne la plus suivie au monde sur Twitter. Et parfois, on peut même se demander s'ils ne sont pas plus puissants que les chefs d'État. Et là, on peut le voir déjà par la manière dont ils sont suivis et adulés sur les réseaux sociaux, mais aussi en observant l'accueil qui leur est réservé par les chefs d'État. Ne serait-ce qu'en France, récemment, Emmanuel Macron a reçu Elon Musk en grande pompe, en louant son travail, en n'ayant, il semble, aucune distance, parce qu'en réalité, ces entrepreneurs-là sont devenus tellement puissants, sont tellement riches, ont des pouvoirs d'influence tellement immenses et vertigineux. Là, on le voit notamment avec le fait que ces entrepreneurs sont, pour certains, à l'origine des réseaux sociaux, qu'on se demande, est-ce que les chefs d'État peuvent faire le poids face à ces personnes-là ? Alors, on est rentré dans une phase depuis une quarantaine d'années. Alors, ça dépend toujours de quelle périodisation vous prenez, mais les marxistes périodisent souvent en fait la transition des capitalismes nationaux à un capitalisme mondialisé. Et en fait, la grande complexité de ce phénomène, de la situation, c'est qu'on a une très grande mobilité du capital avec un chantage à l'industrialisation, à l'emploi. Et donc, et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la gestion des chaînes de valeur. Le capital, en fait, le capitaliste peut circuler à l'échelle mondiale et trouver à faire affaire avec tel État ou tel bloc politico-économique plutôt que tel autre. Là où, dans la phase précédente, on avait des économies encore partiellement mondialisées et on avait aussi, dans la phase précédente, toute une part de l'humanité qui n'était pas encore entrée dans le capitalisme, qui était le bloc de l'Est, la Chine, maoïste, etc. Là, on est vraiment dans une mondialisation capitaliste avancée et en quelque sorte accomplie,
D'où un sentiment assez aigu d'impuissance parfois. Et un sentiment de surpuissance chez ces entrepreneurs-là, parce que si on prend la figure d'Elon Musk, qui est vraiment la figure actuelle, sur laquelle d'ailleurs vous terminez votre ouvrage dans l'épilogue, c'est pour moi un individu vraiment qui se permet tout, qui est complètement mégalo, qui l'assume, qui fait toutes les frasques possibles et imaginables, qui a racheté Twitter, on dirait, sur un coup de tête, il se comporte de manière générale comme un enfant gâté. On est vraiment sur quelqu'un qui est, pour beaucoup de gens, je pense, particulièrement détestable et qui ne subit aucune conséquence de ça, qui joue avec des jouets, qui joue avec l'économie comme il jouerait avec des jouets, et qui est reçu en grande pompe partout, pour qui ça n'a aucune conséquence. C'est bien ça ? Oui, complètement. C'est ce qu'on peut voir. Alors, c'est intéressant parce que Elon Musk, on peut avoir tendance à considérer de manière critique ses frasques ces dernières années. Et j'ai vu beaucoup de journalistes, alors c'est pas le cas chez Blast, je parle vraiment des journalistes des médias beaucoup plus mainstream, dirons-nous, interpréter ça comme une espèce de folie qu'il aurait pris, c'est-à-dire à partir d'il y a 1 an ou 2, il commence à dire des énormités, à faire n'importe quoi, etc. Et on en a beaucoup parlé à cette époque, en expliquant, voilà, ça lui est monté à la tête, le succès lui est monté à la tête, etc. Ça, c'est les interprétations spontanées. Moi, pour cet ouvrage, notamment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une revue de presse du début de la célébrité d'Elon Musk, début des années 2010, jusqu'à aujourd'hui, et j'ai fait une analyse thématique, comme pour Steve Jobs. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, les déclarations complètement loufoques, oui, elles sont là depuis le début. C'est-à-dire qu'au milieu des années 2010, il explique, par exemple, que dans 2 ans, il aura mis une fusée sur Mars et il aura entamé la colonisation de la planète en 2024. Il nous explique, par exemple, avec Neuralink, qu'il va éradiquer quasiment toutes les maladies qui empoisonnent l'existence humaine. Il a expliqué ensuite que grâce à ses investissements en robotique, il allait abolir le travail. Avant ça, il avait expliqué qu'il supprimerait en fait la conduite à travers tout un ensemble de voitures téléguidées par intelligence artificielle, etc. Voilà. On est dans le sentiment de toute puissance dès le début, en réalité. Et en fait, depuis longtemps, on peut se retourner en disant « mais vous avez déclaré ça il y a 2-3 ans, où ça en est ?» Et ça n'écorne pas le mythe, parce que en 2021, il a quand même été élu homme de l'année par plusieurs médias, notamment le Time, le fameux Time, avec certainement la récompense la plus connue dans le monde, d'homme de l'année. Voilà, ça n'écorne pas son mythe. Et il y a eu une espèce peut-être de tournant rhétorique qu'on pourrait dire sous Trump, où effectivement on est passé dans la version trumpiste, grand guignol, caricatural, d'Elon Musk dans ces années-là. Alors, ça a déclenché notamment tout un ensemble de critiques, on en parle souvent dans l'industrie culturelle, Glass Onion, Don't Look Up, etc., qui moquent l'hubris de ces individus. Et on me dit souvent, ça montre que c'est le champ du cygne. Sauf que, alors même s'ils sont moqués dans ces différentes productions, ça n'ébrèche pas leur pouvoir concret sur la matérialité concrète, en fait. Et peut-être, on peut s'imaginer que si ces figures sont véritablement disqualifiées d'ici quelques années, si elles le deviennent, la structure même du pouvoir resterait la même. C'est-à-dire que si vous les remplacez par des grands entrepreneurs, greenwashers, social washers de gauche, vous voyez, la structure même du pouvoir, la modélisation des moyens de production, les fondamentaux restent les mêmes. Au final, c'est des régimes rhétoriques, des régimes de discours. Parce qu'effectivement, première moitié du XXe siècle, même fin XIXe siècle, on était sur un modèle relativement plus sobre, bien qu'ils étaient déjà beaucoup dans l'exubérance visionnaire, Carnegie et Edison. On était sur, comme je l'ai expliqué, la figure de l'homme d'État. Quand bien même on reviendrait à ces incarnations plus sobres, les structures même du pouvoir resteraient les mêmes. Ce sont donc les structures du pouvoir qu'il faut changer si on veut vraiment que ça change. On va terminer sur cette phrase. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que le mythe de l'entrepreneur défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, votre livre est disponible aux éditions Zone. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Et vous, que pensez-vous de ce mythe de l'entrepreneur ? Est-ce que ces récits vous ont déjà séduit ? Qu'avez-vous pensé de l'intervention de mon invité du jour ? Vous pouvez donner votre avis en commentaire. Je vous rappelle qu'à Blast aussi, nous sommes un petit peu des entrepreneurs, mais sans réel mythe derrière. Et surtout, nous essayons de faire fonctionner ce média en allant à contresens des lois du marché, justement, puisque nous vous proposons un contenu complètement gratuit et accessible à tous, sans publicité, en comptant sur votre soutien pour que nous puissions continuer. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.